Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui regardent en replay, bienvenue dans ce live, bienvenue dans cette première rencontre d'une série de mini-webinaires, de mini-rencontres sur le ressourcement parasympathique. Alors, puisque ceci est un live, je vais attendre juste quelques instants s'il y a des personnes qui veulent me rejoindre en live et observer ensemble un peu ce webinaire et me poser peut-être des questions en live. Il sera possible de le faire. Si vous êtes en replay, n'hésitez surtout pas à interagir avec les commentaires, à poser vos questions en commentaire, en temps réel pour vous. Et moi, je vous reviens de toute façon par la suite. Okay. Alors, comme je l'annonçais, ceci est donc en fait le premier live, la première rencontre d'une série de rencontres que je destine autour du thème du ressourcement parasympathique. Bonjour Joanne, ça fait longtemps. Alors, pourquoi ce thème? Parce que il est un peu à la base de la régulation du système nerveux, ce que je partage via le mouvement, notamment le yoga, mais aussi le qigong, et de plus en plus de mouvements intuitifs en fait. D'accord? Tout ça chapeauté par une démarche de pleine conscience. Et puisque c'est un thème qui est vraiment à la base de la régulation du système nerveux, c'est aussi en fait un cours que j'aimerais bien proposer en ligne, un cours accessible en replay. C'est pas un cours qui aura lieu en ligne, je vais tout créer de mon côté en replay. Vous pourrez avoir accès au cours si ça vous intéresse. Et donc, afin un peu de diffuser l'intérêt, de cultiver cet art du ressourcement parasympathique. Et donc, pour les personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire, parasympathique, c'est simplement, ça désigne une branche du système nerveux qui est responsable de la restauration de notre organisme, de notre capacité à nous reposer, de notre capacité à digérer, notre capacité d'intégrer, de se nourrir, non seulement de la nourriture qu'on ingère, mais également de tout ce qui est autour de nous, de la nourriture mentale, mais également toutes ces informations qui nous parviennent. C'est ce qui nous permet d'ingérer, de digérer, d'apprendre, en quelque sorte. Pour ceux qui font de la méditation également, cette capacité à l'introspection, à demeurer en soi avec ce qui se passe, à vraiment avoir ce retour sur soi-même. Tout ça ne serait pas possible donc sans notre système nerveux parasympathique. Et donc on comprend bien que si on n'arrive pas à digérer dans notre vie, on va avoir des problèmes d'estomac, des problèmes de digestion. Si on n'arrive pas à dormir, on va avoir de gros soucis, parce que le repos est vraiment un des premiers remèdes du corps humain. Donc c'est vraiment un élément essentiel à dompter en soi, avec lequel se familiariser, c'est comment est-ce qu'on optimise en fait sa santé. Comment est-ce qu'on optimise sa santé, comment est-ce qu'on optimise sa digestion, son repos, sa capacité à assimiler, à intégrer ce qui se passe dans notre vie. Tout ça, ça passe donc par cette régulation du système nerveux et donc par ce retour, ce focus sur la branche parasympathique du système nerveux. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, branche parasympathique du système nerveux? Je reviendrai sur ce thème-là, sur ce sujet-là, la semaine prochaine. Le thème qui nous occupe aujourd'hui, c'est les erreurs qu'on commet, et donc que je vous invite à ne plus commettre ensemble, dans le ressourcement et dans l'expansion de soi. D'accord? Parce que si on n'est pas ressourcé, c'est impossible de grandir. Okay. Si on n'est pas ressourcé, on va juste générer encore plus de conflits intérieurs et d'anxiété de manière générale. Alors, quelles sont ces erreurs? Eh ben, c'est tout ce qu'on prend à la lettre dans ces conseils tellement bateaux qu'on entend tous les jours, qu'on voit tellement souvent sur les réseaux sociaux. Ce sont tous ces petits mythes en fait sur comment est-ce qu'il faudrait vivre sa vie, comment est-ce qu'on devrait réagir à certaines choses dans sa vie, qui vont en fait complètement nous déconnecter de ce qui se passe dans son corps. Ok? Vous avez peut-être déjà entendu de cette idée que ce qui nous tue pas nous rend plus fort.
Cette idée que grandir se fait en dehors de sa zone de confort. Que quand on veut, on peut. Que ça pourrait être pire. Ok, ou que d'autres n'ont pas notre chance, donc il faut arrêter de se plaindre. Il faut voir le bon côté des choses. Il faut uniquement avoir une attitude positive. Ok, que tout ce qui est dans le passé n'appartient qu'au passé et qu'il faut lâcher prise. Alors peut-être il y a certaines phrases que vous vous dites, mais c'est pas tellement faux. C'est pas tellement faux, mais c'est pas, ça ne nous connecte pas à notre corps en réalité et ça ne nous aide certainement pas à avancer. J'aimerais bien savoir, hein, si vous regardez cette vidéo, que vous soyez en live ou en replay, quel autre conseil bateau vous avez déjà entendu dans votre vie et vous vous êtes dit, mais ça me sert vraiment à rien cette information parce que je ne sais pas quoi en faire, ça ne me trouve pas là où je suis, j'entends ça de tous les côtés, mais ça ne m'aide pas, je ne sais pas comment avancer dans la vie avec ce genre de paroles. Alors, ce type de paroles, il y en a plusieurs que j'ai notées. J'ai préparé un petit PowerPoint, donc c'est ça que je regarde. Si vous voyez que je quitte l'écran des yeux, c'est parce que je regarde mon PowerPoint. Parce que sinon, je m'embarque souvent et ces lives durent beaucoup trop longtemps. Donc, j'ai envie de respecter le temps de tout le monde et garder ces lives courts. Je vais revenir sur certaines de ces phrases pour les déconstruire ensemble. D'accord ? Et avant de faire ça, je vais d'abord revenir... Un de perdu, 10 de retrouver. Trop drôle. Avant de déconstruire ces phrases, je vais d'abord revenir sur pourquoi est-ce que ces mythes, j'appelle ça des mythes parce que ça n'existe pas, ça ne se réalise jamais. Pourquoi ces mythes, on peut dire qu'ils sont vides de sens. Parce qu'une fois qu'on les confronte à la réalité de notre système nerveux, en fait, on voit que ça ne tient pas la route. Et dans cette confrontation à ce qui se passe à la réalité de notre système nerveux, je vais vous donner aujourd'hui 3 clés de compréhension. Ok, 3 clés de compréhension de notre système nerveux, de son fonctionnement, qui vont nous permettre de déconstruire ensemble ces mythes. Ok, donc ça sera un petit moment où je vous laisserai deviner, ok, à votre avis, ce mythe-là, comment est-ce qu'on peut le déconstruire? D'accord? Donc, commençons par ces 3 clés de compréhension du système nerveux. J'ai pas envie d'aller trop vite, hein. C'est ça que je prends un moment de pause. Parce que j'ai tendance parfois à aller un peu trop vite. Restez avec moi. Alors, je vais présenter ces 3 clés. Je les ai listées en fait en vous présentant une polarisation, une opposition. Et comme ça, on pourra voir si ces mythes proposent davantage une des polarités ou nous emmènent davantage vers l'autre polarité. La première clé de compréhension, c'est de voir la polarité absence versus présence. Ok, absence versus présence. Est-ce que ce qu'on nous dit, est-ce que ce qu'on nous apporte là, nous invite à être présent à soi-même ou nous invite à être davantage absent à soi-même? En d'autres termes, est-ce qu'on est davantage connecté à soi ou est-ce qu'on est davantage déconnecté de soi? Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si on ne conscientise pas ce qui est réel pour soi maintenant, on laisse le système nerveux répéter des mécanismes. Okay? Le système nerveux dont on parle ici, c'est le système nerveux autonome, c'est-à-dire celui qui agit indépendamment de notre volonté. C'est tout ce qui constitue ces fonctions de digestion, cette capacité de repos, d'assimilation, d'apprentissage, etc. Tout ça est sous la coupole du système nerveux autonome parasympathique. Okay? C'est-à-dire que toutes ces fonctions s'effectuent de manière involontaire. On ne doit pas y réfléchir pour le faire. Et c'est automatique, c'est au-delà de notre volonté. D'accord? Donc, mais au plus on est absent de soi, au plus on ne se rend pas compte de ce qui se passe, au plus ce sont nos automatismes qui vont un peu régir notre vie. D'accord? Pour aller vers davantage de régulation du système nerveux, il est important de conscientiser ce qui se passe en soi. Okay? Pour être
non pas dans la reproduction d'automatismes inconscients, mais dans la production d'une régulation consciente du système nerveux, il faut conscientiser ce qui se passe, tout simplement. La pleine conscience est vraiment un élément clé. On doit être conscient de ce qui se passe en soi, parce que c'est comme ça qu'on va commencer à créer un dialogue avec son système nerveux et qu'on va pouvoir remodeler un peu ce qui se passe en soi. Ok ? Donc, si on va davantage vers notre absence, c'est comme ça qu'on vit davantage en mode automatique, okay, qu'on se crée des automatismes et qu'au final, on a une vie qui est régie d'automatismes et on n'a plus tellement de contrôle. C'est ça qu'on en vient parfois à se dire, j'ai pas de contrôle, je me reconnais pas dans ce qui est en train de se passer dans ma vie autour de moi parce qu'on est de moins en moins conscient. On est de plus en plus absent à soi-même. Okay. Donc une évolution n'est possible. Okay, dans ces cas de figure-là, parce que la charge de stress qui nous habite, cette anxiété qui nous habite n'est jamais adressée. Okay, donc notre système nerveux n'a jamais l'occasion de remodeler ce qui se passe, parce que ce remodelage doit se faire avec la conscience. Okay. Donc est-ce qu'on va vers plus d'absence de soi ou vers plus de présence de soi? Est-ce qu'on va vers plus d'inconscient ou plus de conscience de ce qui se passe en soi? Alors, deuxième élément, est-ce qu'on encourage la fragmentation ou est-ce qu'on encourage la cohérence? Okay. Est-ce qu'on encourage la fragmentation intérieure, les conflits intérieurs, ou est-ce qu'on encourage une cohérence, un sentiment d'unité entre toutes les parties qui nous fondent? Quand je dis les parties qui nous fondent, c'est autant notre corps que nos pensées, que nos intentions, que nos envies, nos désirs, nos projets, nos émotions, bien entendu, tout ça. Ou est-ce qu'on est dans des conflits intérieurs? On a envie d'une chose, mais on n'est pas capable de ceci, mais on n'arrive pas à cela, notre énergie n'est pas là. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Okay. Donc, second élément clé pour appréhender un peu ces différents mythes et s'y retrouver dans ce qu'il faudrait suivre ou pas, c'est se demander est-ce que ça promeut une cohérence intérieure ou une fragmentation intérieure. Donc bien entendu, c'est lié avec cette idée de est-ce qu'on est davantage présent à soi ou est-ce qu'on est davantage absent à soi-même. Et avec cette idée de fragmentation intérieure versus cohérence, en fait, mon but c'est d'attirer le regard sur le fait que bien souvent, on occulte totalement la réalité du corps, la réalité de comment fonctionne le système nerveux. Et en quelque sorte, moi je comprends bien ce mécanisme. Pourquoi est-ce qu'on l'occulte? Parce que tout simplement, on n'a aucune éducation par rapport à notre système nerveux. On n'a absolument pas d'idée comment ça se passe. À part si vous faites consciemment l'effort de rechercher des informations dans ce domaine, c'est typiquement le genre de choses dont on n'a pas conscience. Okay. Et donc, qu'est-ce qui va se produire? C'est qu'on va tout mettre sur le dos de la psychologie. On va juste dire, non, il faut changer ses pensées. Il faut changer comment est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on se parle à soi-même, comment est-ce qu'on voit les choses, comment est-ce qu'on ressent les choses, sans jamais adresser le fait que oui, mais notre psyché, psyché, je sais jamais comment dire ce mot-là, cet aspect mental, il prend naissance dans notre corps. Et corps et mental ne peut pas vraiment être séparés. Corps, mental, émotion, tout ça, ça forme une unité. Donc on a besoin d'une cohérence en tout ça. On ne peut pas juste maintenir une fragmentation. Donc au lieu de continuellement se concentrer sur la psychologie, il faut également regarder ce qui se passe dans notre biologie. Okay, ça c'est très important. Alors, en réduisant notre ressourcement à l'aspect de nos pensées, nos émotions, on oublie la connexion donc entre les émotions et le système nerveux. Les pensées et les émotions créent des états du système nerveux, ça c'est certain. C'est par exemple, si vous regardez un film par exemple, c'est un film triste, vous allez avoir certaines pensées, certaines émotions et tout ça va affecter le corps, vous allez commencer à pleurer, etc. Alors que vous savez très bien que ce n'est qu'un film, que ce n'est pas vrai. Mais le corps réagit quand même, bien entendu. Mais donc l'inverse est vrai aussi. S'il y a des choses dans le corps dont on n'est pas conscient parce qu'on n'est pas dans une démarche de demeurer de plus en plus présent à soi et de conscientiser ce qui se passe en soi, au plus on est inconscient de soi, au plus il vit en soi des charges d'anxiété et de stress qu'on a accumulées au cours de notre vie. Okay. Donc en n'en étant pas conscient, elles vont continuer en fait à avoir un impact dans notre vie. Parce que le système nerveux n'oublie rien, tout
tout ce qu'on vit dans notre vie affecte notre corps. Et toutes ces charges sont des charges auxquelles s'adapte le système nerveux. Donc au plus on a vécu d'éléments de stress, sans prendre le temps de les intégrer par sa présence, au plus on va réduire notre fenêtre de tolérance, au plus on va réduire notre résilience, au plus on va être sujet à l'hypervigilance, à l'anxiété. Peut-être ça va se caractériser par un moment un lâcher-prise total en burn-out ou en dépression ou par d'autres troubles de santé, très importants, d'accord. J'ai perdu le fil de ma phrase, mais tout ça pour dire que c'est vraiment important d'intégrer donc cet aspect de biologie, de vraiment regarder ce qui se passe dans son corps, okay, au lieu de juste se concentrer sur les pensées. Donc essayer de rassembler pensée, émotion, corps et de voir quelle est la cohérence, okay, au lieu d'être dans la fragmentation. Donc de ne rejeter aucune partie de soi, ça c'est vraiment important. Ok. Parce qu'une dérégulation, ça je le notais, je vais juste vous le dire. Une dérégulation émotionnelle, c'est l'indication qu'il y a une perturbation à l'intérieur de soi. D'accord? Donc beaucoup d'entre nous en fait ont des difficultés à gérer certaines émotions. Souvent il y en a une qui est difficile à contrôler. Peut-être c'est la peur, peut-être c'est la tristesse, la nostalgie, la colère. On a tous un peu une émotion avec laquelle on a plus de mal, et ces perturbations, donc cette émotion qui revient souvent et qui nous fragilise, on ne sait pas comment se contrôler, on perd le contrôle, etc. Cette dérégulation émotionnelle, c'est l'indication qu'il y a une perturbation à l'intérieur de soi, dans notre système nerveux. Et notre système nerveux, il est bien entendu en train d'interagir avec le système hormonal, le système immunitaire, le système endocrinien. Donc, ça va affecter notre être tout entier. Pour veiller à se ressourcer correctement, afin de s'épanouir, de se réaliser, il faut vraiment avoir cette démarche qui rassemble toutes les parties de soi. Ok? Donc la première clé, c'est absence ou présence. La deuxième clé, c'est de voir si on va vers plus de fragmentation ou plus de cohérence. Et la troisième clé, c'est de voir si, parce que évidemment ces mythes sont une personne qui adresse un mythe à un autre, donc deux personnes qui sont en relation, si dans cette relation on va plus vers de co-régulation, vers de la co-régulation, ou plus vers de l'isolation. Alors, vous pouvez penser aussi en termes de inclusion ou d'exclusion. Si entre deux personnes, il y a une ouverture, une main tendue et des mains qui se prennent, ce serait le principe de la co-régulation. Et la co-régulation désigne en fait cette faculté à notre système nerveux. Imaginez que nos systèmes nerveux sont des antennes et qu'on va se connecter les uns aux autres. Okay, ou se mettre au diapason du système nerveux de l'autre. Okay, mais pour ça, il faut une harmonie, il faut une entente, il faut un consentement en quelque sorte. Il faut des mains tendues pour pouvoir se mettre en co-régulation. S'il n'y a pas ces mains tendues, si la personne en face de nous ne veut pas être là pour nous, il va y avoir un sentiment d'isolation, d'exclusion. Des deux côtés d'ailleurs, c'est pas toujours très conscient comme mécanisme, mais c'est un principe important de régulation de son propre système nerveux. C'est la manière dont on parvient à être présent aux uns aux autres et de se sentir inclus dans cette relation de présence. Okay, donc, est-ce que cette relation donne un sentiment d'inclusion ou d'exclusion? Ça va être important également pour se ressourcer. Parce qu'au final, on est des êtres sociaux. On vit en communauté et donc la présence d'autrui est déterminante pour soi également. Okay. Et juste quelques mots supplémentaires sur cette idée de co-régulation et de ressourcement. C'est que se ressourcer signifie que nos défenses, nos mécanismes inconscients et nos défenses sont désactivés. Okay, on shift d'état du système nerveux. Quand on est dans l'ouverture vers autrui, on est dans un rapport confiant avec autrui. On n'est pas dans un rapport de méfiance ou dans un rapport d'être déçu ou dans un rapport de force, de sentir inférieur, supérieur. Non, on n'a pas besoin de maintenir notre
défense. On s'autorise à percevoir des indices de sécurité. On s'autorise à faire confiance. Quand on est en présence d'autrui, en la présence d'autrui, dans un état d'anxiété, le message ici implicite, c'est de demander à autrui de nous offrir sa présence, simplement. Souvent, ce n'est pas des conseils qu'on demande à autrui quand on partage une anxiété intérieure, c'est demander une présence. C'est un peu dire, je me sens toute seule avec ce fardeau sur mes épaules et j'aimerais bien que quelqu'un me tende un peu la main et me fasse sentir moins seule, m'aide à sentir ce que je suis en train de ressentir. D'accord ? Et ça, c'est ce principe donc de connexion au système nerveux d'autrui, à la présence d'autrui. C'est un principe de co-régulation qui soutient donc notre ressourcement. Alors, donc les 3 clés, je les rappelle juste rapidement maintenant. Est-ce qu'on va vers plus de présence ou plus d'absence? Est-ce qu'on va vers plus de fragmentation ou plus de cohérence? Est-ce qu'on va vers plus d'isolation ou plus d'inclusion, de co-régulation? Et observons maintenant certains de ces mythes que j'ai énoncés en début de live. Commençons avec cette idée de quand on veut, on peut. Ça va pas toujours être facile de prime abord avec ces 3 clés de voir en quoi est-ce que ça nous déconnecte, en quoi est-ce que c'est une erreur en fait pour le ressourcement, que c'est un obstacle à notre ressourcement, de se dire certains de ces mythes, mais je vais vous expliquer. Alors quand on veut, on peut. Est-ce que ça nous connecte davantage à soi ou est-ce que ça nous invite à plus d'absence de soi? Quels étaient les autres éléments? Est-ce que ça nous invite à plus de fragmentation de soi ou plus d'incohérence de soi? Est-ce que ça nous invite à la co-régulation avec autrui ou est-ce que ça nous fait sentir encore plus isolés? Adresser ces paroles quand on veut, on peut. Je trouve que même si ça part d'une bonne intention, on dit souvent que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dès lors qu'on est habité de charges d'anxiété à l'intérieur de soi, que notre être est fragmenté par le stress, par le trauma, par l'anxiété, il est vraiment difficile de savoir ce qu'on veut. Il est difficile de se repérer là où on est dans notre vie. Il est encore plus difficile de savoir ce qu'on veut. Aussi parce qu'on manque d'énergie, tout simplement. Il y a des moments où on est vraiment à bout, que déjà accomplir les tâches de la journée, ça nous demande beaucoup d'efforts. Et on n'a pas les ressources mentales, les ressources physiques de faire autre chose, d'y voir plus clairement. Donc c'est un challenge. Et aussi, on ne sait pas ce que traverse l'autre et on ne sait pas combien de temps ça fait qu'il traverse cette période. Et juste dire c'est juste une question de volonté, je trouve que c'est vraiment, vraiment réducteur. Parce que ça nous invite à plus d'absence, ça nous invite à plus de fragmentation intérieure et aussi ça ne nous fait pas sentir vu, ressenti dans notre expérience de la vie, qui est sans doute être voilà, à bout de force, à bout d'énergie, d'être complètement perdu, pas vraiment se reconnaître, quand on ne sait pas qui on est, on ne sait pas ce qu'on veut, tout simplement. Donc cette idée de quand on veut, on peut, pour moi à nouveau c'est un mythe, et je ne vais pas exposer plus longtemps les raisons parce que l'heure file. Mais voilà, premier mythe qui encourage donc l'absence, la fragmentation et l'isolation. Alors, au lieu de dire ces paroles, quand on veut, on peut, moi je vous propose de remplacer ça par 2 autres phrases, par exemple. La première phrase, c'est « Je peux me donner le temps de progresser vers la version de moi que je souhaite devenir. » Ok, je peux me donner le temps. C'est important de se donner le temps. Parce que quand on est dans cet aspect du trauma à l'intérieur de soi, quand on est dans un moment de stress intérieur, d'anxiété, on va avoir l'impression, le message qu'il faut que je fasse tout de suite les choses. Il va y avoir une sensation d'urgence. C'est le shift qu'opère le trauma dans notre système nerveux. Il y a une urgence, il y a un danger, il y a une insécurité. Et se dire quand on veut, on peut,
bah, c'est se forcer vers alors en fait une culpabilisation également. Donc c'est ça que ça renforce, la fragmentation intérieure. On va renforcer les fardeaux qui pèsent sur notre épaule, de se dire mais je suis pas capable de, etc., etc. On culpabilise la personne quand on dit ça. Donc, si une personne nous adresse ces paroles, on peut aussi lui dire le temps. Tu peux prendre le temps, tu peux te donner le temps de devenir la version que tu souhaites devenir. Ok, tu peux prendre ton temps. Et je suis là pour toi, par exemple. Si quelqu'un vous dit quand on veut, on peut, vous pouvez dire à cette personne, prends le temps d'être là où tu es. Tu peux exprimer ta douleur, tu peux ressentir ce que tu ressens, tu peux ressentir d'être perdu en toute sécurité. Et tout ça, ce ne sont pas des pas en arrière, ça fait juste partie de ton cheminement. Ok ? Vous voyez peut-être quand même qu'il y a un shift ici dans ces paroles, qui vont vers davantage de sentiments d'inclusion, davantage de sentiments de présence, davantage de cohérence à l'intérieur de soi, de relâchement. Okay. Alors, allons vers un autre mythe, c'est celui que j'aime le moins, qui m'énerve le plus, c'est cette idée qu'il faut sortir de sa zone de confort pour grandir. Okay, que grandir, se développer, s'épanouir, se fait en dehors de sa zone de confort. Pour moi, c'est le mythe par excellence qui nous invite à être en dehors de soi et en dehors de la réalité de notre système nerveux, de son impact également sur nos facultés mentales, notamment. Il est impossible d'apprendre quoi que ce soit si le système nerveux ne se sent pas en sécurité, okay, s'il n'a pas repéré les indices de sécurité. Et vous savez quoi? Sortir de sa zone de confort, c'est pas un message de sécurité. C'est pas du tout un message de sécurité. D'accord? Sortir de sa zone de confort ne signifie pas grandir. Ça signifie simplement nous faire sentir en insécurité, en état d'hypervigilance, ce qui peut être à terme désastreux pour notre santé. D'accord? Donc, moi je préfère remplacer cette phrase, et cette phrase, je la remplace avec « je grandis » dès lors que j'apprends à agrandir ma zone de confort. Okay. Avant de penser à notre destination, il faut d'abord réaliser d'où on démarre, où on se trouve. C'est-à-dire vraiment revenir davantage à soi, susciter davantage de présence plutôt que d'absence. Qu'est-ce qui est présent à moi? Au lieu de sortir de là où je suis, de sortir de ma zone de confort, sortir de là où je suis, c'est qu'est-ce qui est présent là maintenant tout de suite. De quoi notre système nerveux a-t-il besoin maintenant? Peut-être qu'avant d'agrandir notre zone de confort, de rendre l'inconfortable confortable, peut-être qu'il faut d'abord se ressourcer de manière effective. Peut-être que ce n'est pas encore le cas. C'est ça qu'on va se presser alors de dire « Ah, il faut que je sorte de ma zone de confort parce que là, il n'y a rien qui se passe, etc. etc. » Et donc, on est plus dans une dimension, une dynamique de rejet, de résistance, de ne pas vouloir être là où on est. Ce ne sont pas vraiment des énergies, je trouve, qui vont nous être bénéfiques ou qui vont faire advenir un futur qu'on souhaite se produire. Il y a une charge de tension là derrière. Okay. Donc avant de sortir de sa zone de confort, il y a plein d'autres étapes à réaliser qui commencent toutes par réaliser où est-ce qu'on se trouve. Okay. Et ensuite, on pourra progressivement rendre l'inconfortable confortable. Alors, ceux qui font partie... j'ai un mail qui va vous parvenir, ceux qui sont inscrits pour recevoir les nouvelles de cette suite de webinaires sur le ressourcement parasympathique. Il y a un mail qui vous parviendra exactement sur ça. Comment est-ce qu'on rend l'inconfortable confortable? Donc, si ça vous intéresse de recevoir ces mails, vous pouvez me le dire en commentaire, je reviendrai vers vous. Abordons le prochain mythe. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Qui a déjà entendu cette parole? Et est-ce que ça vous a jamais aidé? Peut-être, peut-être pas. En réalité, tout ce qui ne nous tue pas, eh ben, ça demeure simplement dans notre corps. Okay. Et à nouveau, le système nerveux va s'adapter à cette charge. Au plus on a des charges d'anxiété en soi, au plus le système nerveux va se dire « Ok, il y a beaucoup d'anxiété en moi, donc je vais commencer à générer certains types de comportements. »
comme l'hypervigilance. S'attendre à ce que tout tourne au vinaigre tout le temps. Okay, donc vous allez commencer à avoir des pensées intrusives, par exemple, à se demander, ok, d'où va venir la prochaine boulette, quoi. Le prochain problème, d'où est-ce qu'il va venir? C'est vraiment cette orientation vers les difficultés. Pourquoi? Parce qu'on contient beaucoup de mémoire implicite ou explicite de ces difficultés en soi, beaucoup de stress. D'accord? Donc tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort? Non. Tout ce qui ne nous tue pas fragilise notre système nerveux et réduit notre résilience et notre seuil de tolérance. Ok? À la place de cette idée, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, moi je préfère vous proposer, j'ai le droit de ressentir ma douleur sans pour autant la laisser me définir. Okay? J'ai le droit de ressentir ma douleur sans pour autant la laisser me définir. Et par douleur, vous pouvez aussi entendre d'autres mots. J'ai le droit de ressentir mon anxiété, j'ai le droit de ressentir mon stress, j'ai le droit de ressentir, etc., que vous êtes en train de ressentir, sans pour autant vous laisser définir par ce que vous ressentez. Je pense que parfois, il y a aussi un peu cette peur de se dire, si je m'autorise à reconnaître que je me sens dépassée, ça va faire de moi quelqu'un de dépassé. C'est comme si on s'identifiait directement à ce sentiment, alors que c'est juste quelque chose qui nous traverse. Ça n'a pas à nous définir. D'accord ? Et c'est peut-être dans cette dimension aussi qu'on se dit, non, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Peut-être parce qu'on s'y identifie. Ok ? Mais, donc voilà, c'est cette autorisation à ressentir. Parce qu'en ressentant ce qu'on porte en soi, on devient plus présent. On commence à conscientiser nos automatismes, à conscientiser ce qui se passe en soi. Sans cette conscience, il n'y a aucune prise de reprise de contrôle en quelque sorte. Prise de pouvoir, prise de responsabilité qui est possible. Si on ne conscientise pas ce qui se passe en soi, on demeure une victime de ce qui se passe en soi. Okay? Et donc là, on ira alors vers davantage de fragmentation de soi et d'isolation de soi. Avec cette idée de ressentir, on promeut la présence à soi, on promeut également la cohérence. Okay? On prend le temps de ralentir et de voir ce qui se passe en soi, de rassembler cette pièce qui était éclatée. Et donc là, on est davantage dans une démarche d'inclusion. Okay. Être affecté, touché par ce qui se passe dans notre vie ne signifie pas être faible. Okay. Et même s'autoriser à se sentir faible, c'est pas une faiblesse, c'est une force. Face à l'adversité, il est vraiment important de prendre son temps. Prendre son temps d'être avec soi-même, de demeurer avec soi-même afin d'accuser le coup, d'intégrer ces charges de stress et de réaliser qu'on a survécu, de réaliser qu'on est là. Okay. Parce que se dire que tout ce qui ne nous tue, je n'arrive plus à parler moi ce soir, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, c'est un peu brûler des étapes. Ça nous rend fort dès lors qu'on l'a intégré. Ok. C'est pas juste parce qu'on a vécu quelque chose de difficile qu'on y a survécu et qu'on est plus fort, non. Souvent, on reste en fait dans cette dynamique de survie. On n'a plus l'impression de vivre. D'accord ? Donc vraiment prendre le temps face à l'adversité, d'accuser le coup, de ressentir la présence d'autrui. C'est encore plus ressourçant. Et de donner le temps à son organisme également de digérer cette information. Donc d'être dans le ressourcement à nouveau. Ok ? Un autre mythe à déconstruire. Je vais juste encore en aborder un. Okay. Alors, est-ce que vous voulez... Lequel vous voulez que j'aborde? Ça pourrait être pire. D'autres n'ont pas ta chance. Ou alors, il faut laisser dans le passé ce qui appartient au passé. Il me semble qu'il y a des personnes qui sont présentes en live. Indique-moi quel mythe vous voulez déconstruire. Cette idée de tout ce qui est dans le passé reste dans le passé, laisser au passé ce qui appartient au passé, ou bien l'idée que ça pourrait être pire, d'autres personnes n'ont pas ta chance, etc. etc. Indiquez-moi en commentaire celui que vous aimeriez
déconstruire le dernier à déconstruire ensemble. Ça pourrait être pire? Ok. Alors, celui-là, je comprends pourquoi est-ce que certaines personnes se disent « Non, mais c'est vrai, ça pourrait être pire. » C'est pas faux. C'est pas faux. Mais à nouveau, ce ne sont pas des postulats, ce ne sont pas des affirmations qui vont nous trouver là où on est. Ok, si on revient sur notre spectre absence-présence, se dire ça pourrait être pire, est-ce que ça ne serait pas un peu invalider ce qu'on est en train de ressentir et donc promouvoir l'absence? Je pense. Sur le spectre fragmentation-cohérence, est-ce qu'on est davantage dans la fragmentation intérieure, peut-être par la culpabilisation, si on dit non mais d'autres n'ont pas ta chance, ça pourrait être pire, ou est-ce qu'on est davantage dans la cohérence intérieure? Je pense que c'est flagrant, on est clairement dans la fragmentation. Et puis la troisième clé pour déconstruire ces mythes, c'est est-ce qu'on est dans une inclusion du rapport social, ou est-ce qu'on est dans un sentiment d'isolation, d'exclusion? Est-ce qu'on a l'impression d'avoir un contact avec autrui ou de ne pas avoir un contact avec autrui? Parce que c'est aussi ça donc, joue sur notre régulation. Je pense que quand quelqu'un nous dit ça pourrait être pire, il est clairement en train de ne pas vouloir entendre notre douleur. Donc on est clairement dans un sentiment d'une déconnexion avec autrui, d'une déconnexion relationnelle. Donc ça pourrait être pire ou d'autres n'ont pas ta chance. À mes yeux, ce sont clairement des postulats qui invalident notre ressenti. Ils ignorent l'état dans lequel on se trouve et ils ignorent les besoins que notre système nerveux traduit, que notre corps traduit, mais aussi ils vont nous culpabiliser en fait face à ce qu'on est en train de ressentir. On va être amené à se dire en fait j'ai pas le droit de me plaindre, j'ai pas le droit de me plaindre, j'ai pas le droit de ressentir ce que je ressens. Donc il y a vraiment une promotion d'absence et il renforce un sentiment de solitude. Parce qu'on va se dire, bah, il faut que je garde tout ça pour moi, il ne faut pas que je le ressente, il faut que je le pousse très très bas. Et donc on va peut-être commencer à se dire, ok, si je me montre dans ces émotions face à autrui, autrui va me dire non, j'ai pas le droit. Donc il faut que je porte un masque. Donc il y a une partie de moi que je ne peux pas exprimer. Donc on est clairement ici dans un rapport d'exclusion plutôt que d'inclusion, qui nous renvoie donc davantage dans notre fragmentation intérieure. Alors, au lieu de ces phrases, ça pourrait être pire ou d'autres n'ont pas ta chance, moi je vous propose la phrase suivante. Donc c'est une phrase qu'on adresse à une autre personne. Okay, si on est quelqu'un qui dit à autrui, et ça nous est sans doute tous arrivé, hein, c'est pas grave, mais aussi c'est peut-être une phrase qu'on s'adresse à soi-même. Et cette phrase-là, je vous invite donc à la remplacer par « Laisse-moi être là pour toi dans ce moment difficile. Ta douleur est réelle et tu n'as pas à te sentir seul dans cette douleur. » Si c'est une phrase qu'on se dit à soi-même, on peut se dire vraiment, je vais demeurer avec moi-même dans ce sentiment. C'est un sentiment réel. C'est ce que je suis en train de ressentir, c'est réel. Et je n'ai pas à exclure ce sentiment de moi. Je n'ai pas à exclure cette partie de mon corps que je ressens, de mon expérience. Je n'ai pas à l'exclure de moi. Je vais demeurer avec elle. Je ne sais pas si ça vous est jamais arrivé quand vous ressentez quelque chose de difficile dans votre vie. C'était peut-être il y a juste 15 minutes, ça arrive souvent ces moments-là, de le ressentir vraiment dans une partie de votre corps, peut-être de déposer une main dessus et de parler à cette partie de vous et de dire « je sais, ça fait mal ». Ressentons ça ensemble. Ok ? Vous pouvez essayer la prochaine fois, c'est assez miraculeux, c'est assez magique ce qui se passe en soi-même. Donc, laisse-moi être là dans ce moment difficile. Ta douleur est réelle, tu n'as pas à la sentir seule. Laisse-moi être là, c'est vraiment cette idée d'inclure une présence. Ta douleur est réelle, c'est aller vers plus de cohérence. Arrêter de rejeter des parties de soi, d'être dans la fragmentation intérieure. C'est valider, c'est ça que je suis en train de ressentir. Faire confiance que c'est ça qu'on ressent. Et donc valider ce qui se passe, reconnaître ce qui se passe et continuer avec la présence, demeurer avec. Okay.
Ensuite, tu n'as pas à te sentir seul, c'est à nouveau cette idée d'inclusion. Okay, donc, tous ces mythes que vous entendez, ou ces choses qu'on vous adresse autour de vous, mais aussi toutes ces choses qui sont véhiculées dans la société de manière générale. Parce qu'il y a tellement un boom du développement personnel. Vous pouvez vraiment utiliser ces 3 clés pour juger un peu de leur valeur. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait suivre ou pas? Parce que j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous entendons des choses et on va se dire oui, c'est sans doute ça qu'il faut faire. Parce qu'on les entend, et donc notre système nerveux les encode, et il va peut-être y avoir cette idée de répéter du coup ce qu'on entend partout. Mais reprenons un peu plus de conscience sur ce qui se passe en soi, reprenons un peu plus de contrôle et de responsabilité de ce qui se passe en soi, et évaluons en fait, est-ce que ça nous sert ou est-ce que ça nous dessert? Est-ce que ça sert notre ressourcement ou pas? Et donc pour évaluer, revenez vraiment à cette idée, est-ce que ça promeut ma présence ou ça m'encourage à être plus absent de moi? Est-ce que ça m'invite vers plus de fragmentation intérieure ou vers plus de cohésion et cohérence intérieure? Est-ce que ça m'invite à plus d'inclusion sociale avec autrui ou plus de sentiments d'exclusion ou d'isolation dans mes relations sociales? Ok? Ah. Alors, ce live est déjà un peu plus long que prévu, donc je vais m'arrêter là. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser si vous êtes en live ou en replay. Vous pouvez me dire aussi si ça a été utile, ces petits jeux sur la déconstruction des mythes. Si ces 3 clés vous semblent faire sens, si elles vous semblent pertinentes. Et en attendant, donc moi je vous rappelle que pour les 4 ou 5 semaines à venir, on va avoir un voyage dans notre ressourcement parasympathique qui commence avec ce premier webinaire. Il va y en avoir 4 rôles autour de ce sujet. Comment est-ce qu'on cultive cet art de la régulation, du ressourcement parasympathique. Et que dans le cadre de ce petit voyage qui va avoir lieu sur ce groupe Facebook, donc avec ces lives chaque dimanche, je vous invite également à vous inscrire à une liste de diffusion, en fait, où je vous enverrai par mail les rappels de ces lives, et ensuite un autre mail, quelques jours après, avec un peu plus de détails sur une des parties que j'ai abordées, et puis un lien également vers le replay de ces lives. Parce que même si tout est sur Facebook, il y a tellement de choses sur Facebook que je sais qu'on a beaucoup de mal à s'y retrouver. Donc il y a des informations qui vont passer et qu'on ne va pas voir passer, et peut-être ça vous intéresse. Donc, si vous souhaitez faire partie de cette liste de diffusion pour avoir les petits rappels et en apprendre un peu plus sur cet art du ressourcement parasympathique, vous pouvez m'envoyer un message personnel ou dans les commentaires, je reviendrai vers vous. Et je vous annonce donc que le prochain live, c'est sur cette branche du système nerveux, la branche parasympathique, de voir un peu, ok, quel est son rôle dans ce ressourcement, quelle est sa place dans le corps, qu'est-ce que ça touche dans le corps, comment ça fonctionne, comment c'est activé, le rôle sur le repos, la digestion, et donc son rôle actif sur notre capacité à nous ressourcer, et à donc, une fois qu'on trouve notre ressourcement, il est seulement possible ensuite de s'épanouir, de se réaliser. Ok ? J'espère que vous avez trouvé ça utile. Merci à tous pour votre présence, les lives, les replays. Et je vous dis donc à tout bientôt. Et je reviens à tous ceux qui auront laissé des petits commentaires. Prenez soin de vous. À bientôt.